Donc c'est donc soulagé que Sébastien Lecornu a quitté dans la foulée l'hémicycle et le Parlement, le Premier ministre qui est reparti à pied en direction Matignon après avoir lâché quelques mots à la presse tout de même. Il fallait que les débats puissent démarrer, a-t-il réagi, disant souhaiter maintenant se mettre au travail. Bonjour Richard Verly. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes correspondant France-Europe du média suisse Blick. C'est une longue séquence que les chaînes d'infos ont couverte en direct tout à l'heure. Le retour à pied du Premier ministre illustrant de fait aussi sa méthode. Son succès qu'on commente aujourd'hui, c'est son pari finalement qui a fonctionné, reculé sur la réforme des retraites. Oui, effectivement. Alors d'abord, il faut quand même dire une chose, c'est que tout ça est à court terme. Aujourd'hui, ce gouvernement n'a qu'un objectif, c'est Sébastien Lecornu qui l'avait dit, faire voter un budget. Donc on va voir s'il y arrive. Et de toute manière, le Parti socialiste a redit nettement, on l'a écouté quand ce député a été interrogé, il n'a pas fait un pacte de non-censure. Il a juste décidé aujourd'hui de ne pas censurer. Si on était au poker, on dirait pour voir, en quelque sorte. Donc maintenant, il va s'agir pour Sébastien Lecornu de démontrer que véritablement il est prêt à faire des concessions. Il en a affiché avec le dépôt du budget, suspension de la réforme des retraites, mais ça doit encore faire l'objet d'un amendement au projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et puis le débat budgétaire va s'engager. Et là, toute la question, vue d'Europe avec un peu de recul, c'est où va-t-on aller ? C'est-à-dire, est-ce que les députés, notamment socialistes, vont essayer de tirer au maximum sur la corde en augmentant les dépenses à but social, en augmentant les impôts sur les plus riches, et ça pourrait créer un conflit avec la droite. Alors quand on les écoute, les socialistes d'ailleurs, qui n'ont pas tous suivi la consigne de ne pas voter la censure, je crois qu'il y a eu 7 dissidents. Députés, tout à fait. 7 dissidents dont des ultramarins qui avaient annoncé qu'ils le feraient parce qu'ils estiment que les mesures de pouvoir d'achat pour l'outre-mer ne sont pas suffisantes. Voilà, il y a ceux qui avaient assumé en amont qu'ils allaient voter la censure, et puis ceux qui ont fait, au final été dévoilés, parce que ce vote, il est public. D'ailleurs, c'est très important au niveau local. On peut voir quel député s'est prononcé pour ou contre ce gouvernement. Quand on les entend quand même, les socialistes s'exprimer, et on va entendre tout de suite Laurent Baumel, on se dit une chose, c'est que ça va être extrêmement compliqué pour la suite. Écoutez-le. Monsieur le Premier ministre, en préambule de cette intervention, je veux aussi vous dire que notre non-censure d'aujourd'hui n'est évidemment en aucun cas un pacte de non-censure. Sur la suspension des retraites, je vous le dis solennellement ce matin, il n'y aura pas d'entourloupe ou de ruse procédurale. Vous êtes le garant qu'à la fin du processus, la suspension devienne une réalité juridique. Richard Verly, le plus dur reste à venir, non ? Oui, le plus dur reste à venir sur 2 terrains. D'abord, je le répète, parce que c'est le plus important, c'est celui qui sera regardé par les partenaires européens de la France, et celui qui sera regardé par la Commission européenne, c'est combien tout cela va coûter à la fin. Et quel va être le résultat ? C'est quand même important. La copie qui a été soumise au Parlement, c'est une copie à 30 milliards d'euros d'économie budgétaire. Je rappelle que François Bayrou, lui, proposait 44 milliards et ça n'est pas passé. Il a dû démissionner. Le deuxième, je dirais, défi, c'est le défi procédural. C'est le mot qui a été employé. Pourquoi ? Alors là, c'est très compliqué. On ne va pas essayer de résumer ça, mais en gros, le gouvernement a promis de faire un amendement au projet de loi sur la de finances sur la sécurité sociale pour suspendre l'âge de départ à 64 ans, c'est-à-dire qu'on resterait à 62 ans et 9 mois, mais qui dit amendement, dit adoption du budget. Si le budget n'est pas adopté, l'amendement introduit ne le sera pas non plus. Donc vous voyez que tout se tient, j'allais dire que tout le monde se tient par la barbichette en quelque sorte. Si les socialistes veulent que la suspension de la réforme des retraites soit actée, ils doivent adopter le budget, et ce budget doit être acceptable par les autres partis qui soutiennent le gouvernement, c'est-à-dire le centre, d'une part, et la droite. Surtout que là, aujourd'hui, on est en train de parler de la réforme des retraites beaucoup, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a d'autres revendications. Derrière, Olivier Faure a dit ce matin, nous allons permettre de grandes conquêtes. Qu'est-ce qu'il faut entendre là-dedans ? C'est qu'il va y avoir d'autres revendications qui vont arriver, non ? Il y a 2 manières de voir les choses. Soit vous regardez le terrain social, et c'est vrai que la France est en ébullition, c'est vrai qu'il y a des problèmes de paupérisation, et donc vous regardez les concessions sociales que le Parti socialiste juge indispensables pour les Français, mais aussi indispensables pour son avenir électoral. Le gel des prestations sociales, par exemple, Absolument. Ça c'est un gros sujet. Tout à fait. Donc le Parti socialiste, aujourd'hui, est dans la position où il a impérativement besoin de gagner des concessions sociales du gouvernement pour ensuite les afficher et dire aux électeurs, vous voyez ce que nous avons
obtenue par le débat parlementaire. Puis il y a l'autre manière de voir les choses, c'est la manière de l'équation budgétaire. La France est en situation difficile, une dette de 3 345 milliards d'euros, qui est une dette record, y compris au sein de la zone euro. Comment faire pour que ce budget-là ne soit pas un budget qui augmente considérablement les dépenses publiques et qui, dès lors, mette la France en difficulté vis-à-vis de ses créanciers internationaux, vis-à-vis de ses partenaires européens. Alors effectivement, il y a moult questions qui vont se poser, notamment la question de l'augmentation des impôts. C'était l'un des totems d'Emmanuel Macron depuis 8 ans, ne pas augmenter les impôts. Le nouveau budget de Sébastien Lecornu prévoit d'y déroger avec 14 milliards d'euros de hausse d'impôts. Qui exactement pourrait être concerné? L'élément de réponse tout de suite avec Julien Bigard et Louane Auvray pour nos confrères de France 2. Regardez. Plus de 30 milliards d'euros d'efforts demandés. Mais qui sera le plus touché? L'un des choix du gouvernement s'est arrêté sur les retraités. À eux seuls, ils représentent 3,5 milliards d'euros d'économies. D'abord, terminer l'abattement fiscal de 10% dont ils bénéficient. Il sera remplacé par un abattement de 2 000 euros. Cela augmentera donc l'impôt des retraités aisés. Mais la mesure qui rapportera le plus, c'est le gel des pensions. Pas d'augmentation l'an prochain d'un peu plus d'1% pour suivre l'inflation. À Lyon, dans ce boulodrome, la nouvelle a entraîné la même grimace qu'après une défaite. Ce retraité qui touche 2 000 euros de pension par mois nous calcule son manque à gagner. 1% par mois, ça ne représente pas grand-chose, ça va représenter 20 euros. Mais bon, 20 euros, c'est 20 euros. C'est obligatoirement une perte de pouvoir d'achat. Autre choix du gouvernement, faire contribuer les Français via l'impôt sur le revenu. Gain espéré, 2 milliards d'euros. Concrètement, le barème de l'impôt sera gelé et ne suivra pas l'inflation. Des ménages qui ont reçu une hausse de salaire et qui ne payaient pas d'impôt risquent donc de devenir imposables. 200 000 nouveaux contribuables, selon le gouvernement. Et parmi les ménages imposés, beaucoup risquent de voir leur impôt augmenter s'ils ont reçu une revalorisation. Un coup dur pour cette salariée d'un hôpital. Moi, je trouve que je paye trop, quoi. Ça fait 2 ans que je peux pas faire d'économie pour ma retraite. C'est épouvantable, hein. Je trouve ça super dur. Hein. Le gouvernement veut enfin faire payer les plus riches. 2,5 milliards d'euros de taxes supplémentaires en limitant leur optimisation fiscale. Comme cette année, les personnes qui gagnent plus de 250 000 euros par an devront payer 20% d'impôt minimum. 24 000 foyers seront mis à contribution. Une taxe sur les holdings familiales, parfois utilisée pour contourner l'impôt, sera aussi instaurée. Reste au gouvernement de convaincre l'Assemblée nationale de voter ces propositions. Voilà, ces débats autour du budget dont le texte a été présenté en Conseil des ministres ce mardi, il y a 2 jours, donc prévoit un effort d'une 30aine de milliards d'euros, on l'a dit, vont enfin pouvoir commencer à l'Assemblée nationale. Ça va démarrer dès la semaine prochaine avec une commission de finances qui va s'emparer du projet de loi pour une arrivée prévue dans l'hémicycle vendredi. Donc on va commencer lundi à regarder ce qui est posé sur le papier et puis après on va débattre. On a évoqué tous ces amendements qui pourraient être déposés, vu les délais qui sont posés, 50 jours pour examiner le projet de budget de la sécurité sociale, 70 jours pour le budget de l'État. Est-ce que ça vous paraît possible, là, dans ce délai imparti, de s'entendre sur un projet de budget? On nous répond que oui tous les jours, mais moi j'en doute quand même. Alors, oui, c'est possible si, derrière les apparences, il y a une sorte de pacte budgétaire qui a plus ou moins déjà été conclu entre les formations qui soutiennent ou qui s'abstiennent, en quelque sorte, c'est-à-dire de la droite traditionnelle aux socialistes. On peut penser que c'est un peu le cas. Il n'y a pas seulement ce qu'on voit et ce qu'on entend à l'Assemblée, il y a des discussions en coulisses, vous l'imaginez. Ça voudrait dire, et c'est comme ça que ça se passerait dans une démocratie parlementaire classique, que ces partis, pour qui la survie du gouvernement est indispensable, sont d'accord sur un objectif budgétaire. Ensuite, vous prenez quelques marqueurs. 30 milliards d'euros, c'est les efforts qui sont demandés par ce budget. Le Haut Conseil des finances publiques a rendu un avis où il a dit que c'était très optimiste parce que les prévisions de croissance, etc. C'est dans le meilleur des cas, effectivement, voilà, que ça collait pas vraiment avec la réalité. Ouais. Le Parti socialiste avait un contre-projet budgétaire à 22 milliards d'euros d'économie. Ben, mettez le curseur au milieu, vous êtes à 25-27, c'est peut-être là qu'on va aboutir. Et puis, il y a un autre sujet qui est absolument essentiel, c'est cette imposition des riches, parce que là, on est dans le symbole. Là, pour la droite, on est dans le symbole. Alors, est-ce que la droite, c'est-à-dire les 50 et quelques députés, les Républicains, vont accepter de cautionner un budget qui tape
sur leur clientèle, qui tapent sur la richesse aussi acquise par l'innovation, par l'entreprise. Ça, on est quand même sur un totem de droite. Pour le coup, la retraite, c'était le totem des socialistes. L'impôt des riches, c'est le totem de la droite. Alors, on parle de droite et de gauche, mais est-ce que ça a encore lieu d'être aujourd'hui? Parce qu'on voit quand même qu'au sein des partis, il y a énormément de nuances maintenant. Alors, je pense que ça a encore un sens, puisque vous avez on est au fond dans une situation assez conforme à l'ensemble des démocraties parlementaires européennes. Vous avez une force de droite traditionnelle, qu'ailleurs on appellerait conservateur, qui est en train de s'éroder au profit de la droite nationale populiste, c'est-à-dire en France le RN et M. Ciotti. Donc ça, c'est une force qui existe. Vous avez un centre qui est le camp macroniste, vous avez une gauche social-démocrate et une gauche radicale. Cette configuration, elle est vraie à peu près dans tous les pays européens. La différence aujourd'hui, c'est que pour la première fois en France, ça s'est fait dans d'autres pays, mais pour la première fois en France, on demande aux socialistes, aux sociodémocrates, de travailler dans un même but avec la droite traditionnelle. Je vous rappelle que ça existe en Allemagne aujourd'hui, la coalition a quelques problèmes, mais vous avez au pouvoir les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates ensemble. Au fond, si on voulait résumer, on dirait que Sébastien Lecornu est l'allemand de service. Il veut essayer de faire travailler ses forces politiques ensemble. Sauf qu'on n'est pas vraiment allemand aujourd'hui, on n'a pas la même habitude et résilience aussi peut-être, mais je repose ma question sur ces nuances politiques qu'on retrouve maintenant beaucoup à l'intérieur des partis. Vous parlez du Parti socialiste, mais on voit aujourd'hui que certains sont encore restés en mode NUPES, d'autres pas du tout. À droite aussi, les Républicains, tout le monde ne dit pas la même chose. On a un Bruno Retailleau, un Laurent Wauquiez qui s'affrontent régulièrement, qui s'écharpent encore plus depuis ce recul sur la réforme des retraites. Et on a aussi Horizon qui a fait tomber des murs il y a quelques jours à peine. Comment est-ce qu'on peut deviner ce qui va se passer sur ce vote du budget demain? Moi, ça me paraît quand même compliqué. Alors, votre question, elle est tellement juste que c'est pour cette raison que ces partis-là, ceux que vous avez cités, ne veulent pas aller aux élections. Parce qu'ils savent que s'il y avait une dissolution et s'il fallait retourner devant les urnes, leur parti risquerait d'imploser. Vous avez absolument raison. C'est tout à fait ce qui risque de se passer. Mais pour l'instant, ils sont dans un navire et ils ont fait le calcul qu'il vaut mieux rester tant bien que mal arrimés à ce navire, chacun en tirer bénéfice. Les deux qui sont, et là encore vous voyez juste, les deux qui sont dans la position la plus délicate pour l'instant, c'est la droite traditionnelle, d'abord parce qu'elle est en mauvaise posture avec le départ de M. Retailleau et toute la crise de la semaine dernière, mais en plus parce qu'elle risque de devoir avaler un budget qui est beaucoup plus social qu'elle ne peut le supporter. Et le deuxième camp politique qui aura de la difficulté, c'est Horizon, pour une raison simple, c'est que son leader Édouard Philippe a demandé la démission du président. Il a en quelque sorte franchi la ligne rouge et maintenant il va falloir expliquer comment un parti qui demande la démission du président reste dans un gouvernement. Et vote un budget aussi. Il faut rappeler qu'il va y avoir des élections locales, des élections municipales bientôt. Et ça, bon, les Français l'ont peut-être oublié, mais les députés, en votant ce budget, ils pensent à leur enjeu local. Hein. Leur prise de position, elle est aussi liée à cette élection qui va arriver. Alors oui, ça l'est un peu moins maintenant, vous savez, puisqu'il y a eu on a coupé le cordon entre mandats locaux et mandats nationaux. Auparavant, c'était les députés-maires. Alors là, c'était vraiment, tout était lié. Ça, c'est la théorie, mais on sait que dans les faits, quand même, ça continue à peser. C'est juste. Ce qui risque de se passer, ne l'oublions pas, il y a un scénario. C'est le scénario où le budget est voté, donc la France atterrit budgétairement parlant, et ensuite chacun ressort ses poignards, et pourquoi pas éventuellement une censure en début d'année, et des élections législatives au printemps qui viendraient soit en même temps que les municipales, soit qui repousseraient les municipales. Il ne faut pas oublier ce scénario. Autrement dit, oui, le choc politique, le duel politique, il n'est pas déprogrammé, il est repoussé. Si les socialistes estiment qu'ils ont obtenu gain de cause au budget, ils se sentiront en position de force pour aller à la bataille électorale et ils ne manqueront pas de le faire et ça passera par une censure du gouvernement. Donc finalement, quand je vous posais tout à l'heure la question de est-ce qu'on va réussir à rentrer dans les cases et à tenir le calendrier, peut-être sur le budget, mais pas sur les municipales, c'est ça que vous êtes en train de dire là. Tout à fait, mais d'ailleurs Sébastien Lecornu l'a dit, il a dit ce gouvernement n'a qu'un objectif, on pourrait dire un objectif et demi. Objectif principal, faire adopter un budget pour la France pour 2026.
le demi-objectif, si je puis dire, c'est la Nouvelle-Calédonie, faire adopter donc cette loi, les accords Bougival, de manière à aller au référendum, puisqu'on a compris que c'est ce qu'ils voulaient, aller malgré tout au référendum en Nouvelle-Calédonie, alors qu'on sait qu'une partie des forces politiques kanak refusent les accords Bougival. J'aimerais qu'on parle un peu des Français. On en a entendu quelques-uns ici sur la question des impôts et de la taxation, forcément. Les sondages ne sont pas vraiment favorables à l'exécutif. Sondage Odoxa pour le Figaro, le dernier, 2 tiers des Français se disent mécontents de la reconduction de Sébastien Lecornu à Matignon. Ça fait 62% quand même qui sont en opposition avec ce Premier ministre qui certes aujourd'hui remporte une victoire, mais qui quand même va avoir du mal, de grandes difficultés à parler aux Français, non ? Les Français, ils sont, si vous regardez les sondages, contradictoires. Majoritairement, ils veulent la stabilité. Pour une raison simple, c'est parce que beaucoup d'entre eux, tout simplement, travaillent, sont chefs d'entreprise et se rendent bien compte que l'instabilité aurait un coût important pour leur situation quotidienne. Mais simultanément, ils ne veulent plus d'Emmanuel Macron. Et donc, Sébastien Lecornu, c'est Emmanuel Macron. Ils sont très très proches. C'est en quelque sorte sa copie conforme, même s'il a obtenu des concessions. Donc, on sent bien que l'opinion public est tiraillé entre ces deux demandes, une demande de stabilité et une demande de dégagisme, parce que c'est ni plus ni moins ça. Une demande de stabilité, il y avait quand même 52% des Français qui étaient favorables à cette motion Oui, mais de ça veut dire censure que aujourd'hui. 48%... La motion, c'est quand même l'instabilité, c'est pas vraiment la stabilité. Oui, mais 52%, avouez que c'est la moitié de la population, on voit bien que c'est en balance. C'est-à-dire, il n'y a pas franchement une adhésion au retour aux urnes, par crainte, c'est-à-dire là aussi c'est paradoxal, les Français aimeraient qu'on les consulte, ils le disent toujours, mais ils n'en aimeraient pas la conséquence qui est l'instabilité. Ils redouteraient évidemment la conséquence, l'issue des urnes. 3/4 des sondés qui estiment que ce gouvernement ne correspond pas à leurs attentes, ça c'est quand même assez criant. Bien sûr, mais c'est tout à fait logique, si vous voulez. Emmanuel Macron est en fin de parcours, le macronisme n'est plus du tout populaire dans le pays. Je rappelle que le président a 14 ou 15% seulement d'opinion favorable, donc on est loin de son socle. Son socle, ça a toujours été à peu près 25-27%. Là, il est descendu très bas. Et très vite. Et très vite, plus personne, si, 15% des gens lui font encore confiance. Et par ailleurs, Sébastien Lecornu n'apparaît pas encore comme un Premier ministre différent de Macron. Tout l'enjeu de cette discussion budgétaire, ça va être ça aussi. Et ça va être, au fond, pour Sébastien Lecornu, de se forger une personnalité de Premier ministre qui n'est pas seulement l'exécutant d'Emmanuel Macron. Et c'est d'ailleurs, vous voyez, cette expression, il s'en rend bien compte, l'expression moine-soldat qu'il a utilisée, maintenant, il la retire parce que moine-soldat, ça veut dire qu'on obéit à tout prix et c'est justement l'image inverse qu'il veut donner. On va se battre désormais pour protéger les Français pied à pied, article par article, amendement par amendement. Ça, c'est une phrase de Jean-Philippe Tanguy, au RN, le Rassemblement national qui se tient prêt. Absolument. Le Rassemblement national, aujourd'hui, a subi, si l'on peut dire, une défaite parce qu'il n'a pas obtenu la censure. C'était attendu quand même. C'était attendu, mais eux, ils avaient l'espoir qu'in fine, ils y arriveraient. Mais ils gardent 2 cartes qui frappent l'opinion et qui sont des marqueurs importants. Premièrement, le retour au peuple. Tout le discours de Marine Le Pen était centré là-dessus. Le déni démocratique, il faut retourner au peuple, ça c'est quelque chose que tout le monde comprend, dans une démocratie ça paraît quand même assez logique. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent que ce budget en réalité est un budget manipulé, arrangé par Bercy, et que vous allez voir ce que vous allez voir, la copie qui sortira sera une copie d'austérité, une copie difficile, ce en quoi elle a peut-être raison. Donc pour l'instant, le Rassemblement national n'a pas obtenu de gain de cause, mais si vous raisonnez en termes d'arguments électoraux, ils tiennent toujours le haut du pavé. Voilà, avec des phrases comme ça là qui parlent évidemment à tous les Français. Est-ce que et au moins, ils n'ont pas varié. Chose importante, c'est leur force, tout comme la France insoumise, c'est qu'ils sont l'un et l'autre cohérents dans leur ligne. C'est ce qu'on peut effectivement leur accorder. Est-ce que cette crise, et ce sera ma dernière question, n'a pas rapproché les Français du Rassemblement national au final ? Écoutez, moi j'ai écrit un éditorial il y a 10 jours où j'ai dit que Emmanuel Macron a créé la présidente Le Pen. Je pense effectivement que la crise politique a encore plus amené Marine Le Pen à apparaître comme une alternative, même si on sait qu'il y a l'obstacle judiciaire, son inéligibilité, etc. Oui, elle est en position et le discours qu'elle a tenu ce matin pour défendre sa motion de censure était clair. Retour au peuple, la démocratie doit parler et seule la démocratie peut accoucher d'un budget digne de ce nom. C'est un argument qui est solide. Maintenant, tout le pari de Sébastien Lecornu et des socialistes et de ceux qui soutiennent le gouvernement, c'est de prouver que par un parlementarisme fait de petits arrangements,
on peut arriver à sortir une copie budgétaire qui conviendra aux intérêts de la France. Ça, c'est un grand pari. S'il y arrive, alors peut-être que les Français seront reconnaissants, mais peut-être seulement parce qu'à ce moment-là, le Rassemblement national dira toujours c'est au prix d'arrangements politiciens. Or, malheureusement, et étant suisse, je sais ce qu'il en est, et beaucoup de pays européens fonctionnent comme ça, le parlementarisme, c'est souvent des petits arrangements. Merci beaucoup Richard Verly d'avoir été l'invité de l'Info du jour. Évidemment, on continuera à dérouler le fil, à suivre les débats parlementaires sur le budget. Ça commencera lundi prochain à Paris. Merci de nous avoir suivis. Restez à nos côtés. Dans quelques instants, c'est le journal. À tout de suite.